comparaison que je me propose de faire aujourd'hui entre la France, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en cas d'effondrement. Alors, entendons-nous bien, qu'est-ce qu'on entend par effondrement? Il faudrait faire une vidéo là-dessus, complète, parce qu'il peut y avoir différents stades d'effondrement, évidemment. Alors tout de suite, on imagine le scénario à la Mad Max, ça part dans le wild, c'est celui qui a la plus grosse, et surtout qui est le mieux armé, qui s'en sort. C'est une des éventualités, oui, mais bon, après, sans aller jusqu'à ces extrêmes, regardez une catastrophe naturelle, par exemple. Ici en Bulgarie, on est quand même en zone sismique importante. Il y a déjà eu des tremblements de terre qui ont été assez dévastateurs. Ça se reproduira encore. Enfin, je veux dire, voilà, le risque zéro n'existe pas. Sans parler d'effondrement total avec, comme dit encore une fois, un scénario à la Mad Max ou à la Terminator, si on va encore un peu plus loin dans l'évolution, comme ça se présente là, avec l'intelligence artificielle et les robots. Bon, sans aller jusque-là, regardez tout simplement une petite pénurie. Je veux dire, vos magasins en France sont achalandés pour 3 jours, on va dire. Et je pense que même en 24 heures, s'il y a une suspicion de problème, quel qu'il soit, tout sera vide et les gens vont se marcher sur le nez. Il suffit de voir, entre guillemets, quand la nouvelle se propage, qu'il va y avoir des restrictions de carburant, une augmentation ou quelque chose, pour voir le pin ce que c'est. Donc, quand on parle d'effondrement, on n'est pas obligé tout de suite d'envisager un scénario total avec l'effondrement de la civilisation. Ça peut arriver aussi, mais bon, vous avez des étapes, tout simplement. Donc, on va simplifier le propos en disant effondrement. Voilà. Alors, ce qui est important de voir, c'est que quel que soit justement ce degré d'effondrement, il faut partir d'une base, parce que cette base-là, qui est constituée finalement de la société telle qu'elle est aujourd'hui, de l'économie, et puis on va dire de l'aspect purement monétaire, eh bien, cette base-là, elle va conditionner en grande partie, en majeure partie, la suite des événements et comment le pays, comment la zone considérée va passer ce moment d'effondrement. C'est ça qui est important en fait. Parce que si c'est déjà le bordel, ou que vous avez une situation qui est bancale à la base, eh bien, quand il va y avoir le souci, d'un point de vue probabilité, j'entends, encore une fois, il faut modérer le propos. On n'est pas Madame Irma, on n'a pas de certitude absolue, on ne fait que des probabilités. Je veux dire, c'est comme si vous preniez par exemple un type qui est champion du monde de boxe, et puis vous vous dites, je prends le clodo du coin dans la rue, et vous dites, le champion de boxe va gagner en cas d'affrontement. Mais ça, vous en savez absolument rien. C'est qu'une question de probabilité. Vous allez vous dire, bon, le mec, ça fait 30 ans qu'il s'entraîne, il a été champion, il est prêt ou pas, etc. Vous avez en face une personne qui a, elle, l'habitude de vivre dans la rue et d'être confrontée à la jungle, ce qui est autre chose que d'être dans un environnement sportif avec un cadre et des règles. Donc vous ne pouvez parler que de probabilité. Vous allez vous dire, oui, ok, le champion a 95% de chance ou 99,9% de chance de s'en sortir lors d'une confrontation. Oui, le seul truc, c'est qu'il reste quand même 0,5 ou 0,001% qui perdent. Et c'est une possibilité également, donc il faut la prendre en considération. Donc rien n'est jamais écrit dans le marbre. Vous ne pouvez juste faire que des probabilités par rapport à une base. Donc si on prend la base, moi je vais commencer par la Bulgarie. Alors évidemment, je n'ai pas encore un recul énorme par rapport à ce pays, mais par rapport à ce que j'en ai perçu, ça c'est important. Je vous invite vraiment à faire ça. Prenez des chiffres, essayez de lire des comptes rendus, des choses comme ça, y compris économiques, et ensuite, évidemment, vous regardez des vidéos, vous regardez mes vidéos, vous regardez celles d'autres personnes aussi, je veux dire. Mais ensuite, vous prenez un billet d'avion et puis vous venez, tout simplement. Vous venez, mais ça c'est valable pour n'importe quel pays. Moi, combien de fois je l'ai remarqué dans mes autres voyages, vous avez une vision qui est partielle, vous avez une vision qui est biaisée. Alors évidemment, si vous regardez les médias officiels, c'est d'autant plus biaisé parce que c'est de la propagande. On va manipuler les images pour vous donner la sensation qu'on veut retranscrire à ce moment-là. Vous avez les journalistes font du storytelling, très très clairement. Donc, la meilleure des façons pour vous de vous faire une idée qui est valable, c'est-à-dire l'idée qui va vous correspondre à vous, c'est votre ressenti, c'est de prendre un billet d'avion, c'est de venir. Déjà, en tant que voyageur, ça ne coûte pas très cher.
vous observez, vous essayez de ressentir, puis après, si vous voulez, certains, franchir le pas, eh bien, vous passez quelques temps sur le pays, vous discutez avec les gens, vous parcourez le pays, vous observez, vous voyez un petit peu et vous ressentez le truc. Ça, c'est super important. Parce qu'avec vos sensations, votre ressenti, plus les informations que vous prendrez, chiffrées, hein, vous confronterez ces deux choses et il en sortira quelque chose qui va vous appartenir, vraiment. Donc, si j'en crois, moi, mon ressenti, les chiffres et ce que j'ai vu donc, de ce pays pour l'instant, on va parler clair. Je suis dans une ville de 400 000 habitants qui s'appelle Plovdiv. C'est la peut-être deuxième ou troisième ville de Bulgarie. La Bulgarie, c'est un petit pays. Vous avez quelques encablures, pardon, je ne sais plus comment on dit. Enfin bref, juste à côté, vous avez un des plus gros ghettos de Rome d'Europe. 25 000 habitants. Stolipinovo. Je vous laisse faire une recherche sur Google. Vous regardez Stolipinovo. Vous allez voir ce que c'est. C'est un ghetto. C'est des constructions de l'ère soviétique. Enfin bon, ça peut peut-être ressembler à la Courneuve chez nous. Il y en a partout de ça. Hein. Je veux dire très clairement. Hein. Moi, j'ai parcouru aussi le Portugal. C'est pareil. Vous arrivez à l'entrée des villes, vous voyez ce genre de truc. Faut pas croire que on vous montre toujours les belles images des centres-villes historiques, machin, la plage, etc. Non, vous avez des banlieues de merde comme ça partout. Hein. Voilà. Après, il y a aussi la population qui joue aussi. Hein. Et donc, du coup, on a Stolipinovo, qui est un quartier, c'est quand même un ghetto, c'est une ville dans la ville, hein, qui fait 25 000 habitants, occupé par ce qu'on appelle des gypsies ici, qui vivent dans un état de misère assez avancé. Alors, les gypsies ici, très souvent, comment dire, quand ils travaillent, eh bien, ils vont nettoyer, ils font des petits boulots, ils nettoient, ils débarrassent les poubelles, enfin, des choses comme ça. La plupart font la manche ou font les poubelles, justement. Moi, en face de chez moi, j'en vois tous les jours hein, qui viennent et qui se relaient pour regarder ce que les Bulgares jettent dans les poubelles pour récupérer, de quoi vivre ou faire de petits commerces, enfin voilà. Puis certains vivent de petits larcins aussi. Hein, bon, moi, j'ai pour l'instant rien vu. Hein, donc, en termes de société, vous avez le Bulgare de souche, on va dire, grosso modo, et puis vous avez ces communautés qui représentent en fonction des régions une population relativement importante. Certains se disent de confession musulmane et d'origine turque, pour marquer un peu leur différence par rapport aux Bulgares de souche. Et ceci étant dit, ça fait des siècles qu'ils sont là, ils sont entre guillemets intégrés, alors pas forcément à l'économie locale et au mode de vie bulgare, parce que ça n'a rien à voir, mais on a l'impression que ces gens vivent l'un à côté de l'autre en fait. Voilà, chacun reste à sa place. Et pour vous dire, un peu à la mode corse, il y a une fois où il y a eu un problème avec un Bulgare et des Roms. Vous savez, les Bulgares sont descendus dans les ghettos directs. Hein. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rapport de force qui s'équilibre. Et vous avez des gens qui vivent en parallèle les uns des autres. Alors, évidemment, c'est pas cloisonné, hein, mais ils vivent en parallèle. Ils n'ont pas le même mode de vie. Ils se croisent. Et chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Il n'y a pas d'exaction, de côté revanchard, de choses. Enfin, de ce que j'en ressens moi pour l'instant, ça tient, c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça depuis comme dit, depuis des siècles, hein, quelque part. Hein. Donc d'un point de vue social, vous avez ça. Maintenant, d'un point de vue, on va élargir un petit peu, d'un point de vue économique, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez... s'il y a un souci dans une ville comme celle-là, c'est comme partout ailleurs, dans toutes les grandes villes, vous aurez un problème d'approvisionnement très clair. Ça dure quelques jours et puis après tout est vide, hein, très clairement. Mais bon, vous prenez une voiture, en quelques minutes, vous êtes à l'extérieur de la ville, hein, 400 000 habitants. La dernière fois que j'ai loué une voiture, je suis sorti très rapidement, j'étais dehors, et qu'est-ce qu'on voit ? Des grandes étendues. Voilà. Vous êtes dans la Pampa, vous prenez la route principale qui vous emmène du côté est vers Burgas. Vous avez tout simplement la campagne, hein, et puis après vous avez des petits villages éparses. Alors certains qui sont désertés, puisque ce qui se passe c'est qu'il y a quand même une grande transhumance des Bulgares, hein. Vous avez la moitié de la population, je crois, qui est partie à l'étranger pour trouver du boulot, et puis sur la moitié qui reste, vous avez quand même beaucoup de gens qui se sont déplacés vers les villes pour trouver du travail, pour mieux vivre, et puis profiter du boom économique tout simplement, je veux dire avoir le loisir de faire les magasins, d'avoir la possibilité d'acheter ce qu'ils veulent
au supermarché du coin, enfin voilà quoi, je veux dire, c'est comme partout ailleurs, comme partout ailleurs. Et donc, pour en revenir à ça, la dernière fois que j'ai pris ma voiture, je suis passé près d'un village, et c'était assez caractéristique, puisque quelque part, il y avait un pré-village. C'est-à-dire, je passe dans la zone et je vois des maisons de briques et de brocs. Voilà. Très clairement, c'était souvent des maisons qui ne sont même pas autorisées par le gouvernement bulgare. Ce sont des maisons qui sont construites à l'arrache comme ça par la population rom locale. Puis si ça fonctionne, hein, je veux dire, il y a une sorte de statu quo qui s'installe et c'est comme ça. Chacun fait son truc et ça se passe relativement bien. Mais bon, on voit bien la différence, quoi. C'est vraiment un truc, c'est un bidonville, on va dire. Hein. Alors après, c'est pas les bidonvilles non plus du Brésil, hein. On en est loin, hein. C'est plus petit, voilà. Et donc du coup, 2 kilomètres plus loin, vous avez le village bulgare et on voit bien tout de suite la différence des maisons qui sont plus ordonnées, entretenues, etc. Voilà. Donc, quand on traverse le pays, on se rend bien compte que c'est encore essentiellement rural. Hein. Vous avez une population qui aime stocker de la valeur, comme je l'ai dit dans une vidéo, dans l'immobilier. Alors évidemment, ils vont acheter, ils ont souvent une maison de campagne, ils ont souvent un appartement, ils achètent un deuxième appartement. En fait, ils stockent de la valeur, ça ne coûte rien en termes d'imposition. Donc vous pouvez très bien avoir un appartement qui reste inoccupé et en termes d'entretien, ça ne vous coûte que dalle. C'est pas comme en France, vous avez toutes les taxes qui vous tombent dessus. Vous êtes obligé dans ce système d'avoir des locataires qui fassent tourner le truc, même si vous avez acheté cash. On est bien d'accord, hein. Vous avez de l'argent de côté, vous achetez cash un appartement en France, vous ne pouvez pas le laisser inoccupé parce que vous perdez de l'argent, très clairement, rien qu'avec les impôts. En Bulgarie, c'est pas le cas, vous n'avez pas de foncier ici, quasiment pas, je crois peut-être 20 balles à l'année, j'en sais rien, mais bon, c'est rien du tout. Donc, les Bulgares stockent de la valeur dans l'immobilier. Ce qui fait qu'en cas de souci, on a affaire à une population qui peut réinvestir très rapidement les campagnes. Je rappelle que l'effondrement du bloc de l'Est, ça date d'il y a une trentaine d'années. Ils ont eux aussi connu la pénurie et les magasins vides. Ils peuvent très bien, ils sont résilients hein, par rapport à ça. Hein. Ils réinvestissent les campagnes, ils ont toujours leur maison avec leur lopin de terre. Voilà. Donc maintenant, oui, vous pouvez trouver des biens, vous pouvez trouver des petites maisons comme ça en campagne à quelques milliers d'euros avec un morceau de terrain et une terre qui n'a pas encore été polluée et défoncée par Monsanto. Vous pouvez faire pousser vos patates et vos légumes sans qu'on vienne vous chercher, vous quémander encore 3 sous ou vous emmerder parce que vous avez installé une serre alors que c'est pas autorisé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Très clairement, vous avez l'emprise d'un gouvernement qui est pas du tout le même qu'en France, qui a pas la même voracité en termes fiscal. Donc ça se passe pas du tout comme ça. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez acheter un bien en campagne, il faut savoir pourquoi vous le faites. On est bien d'accord. Vous achetez pas une maison dans la pampa bulgare en la retapant, en vous disant je vais faire une culbute après. Je veux dire, c'est pas du tout la même logique. Vous achetez cette maison et vous vous dites, selon le mot de Jovanovic, c'est ma propre banque centrale perso. C'est-à-dire vous avez votre maison, votre carré de terrain, peut-être un puits, j'en sais rien, et vous vivez en autarcie. Du moins, vous espérez pouvoir le faire et surtout pouvoir le faire en cas de problème économique important. Le marché immobilier dans les grandes villes, c'est encore autre chose. Voilà, je ne vais pas me prononcer là-dessus, c'est des marchés qui sont différents. Maintenant, en ce qui concerne la campagne, voilà, c'est comme ça. Donc on a un socle de société qui est homogène. Voilà, vous voyez le faciès des gens dans la rue, c'est homogène. Ethniquement parlant, alors je sais que c'est des mots qui plaisent pas en France, hein, je m'en fous, c'est comme ça. C'est homogène. Les populations, vous avez encore des Turcs ici, vous avez la population rom, voilà, puis tout le monde vit ensemble. Et comme dit l'appel du muezzin en plein centre-ville, je vois personne s'offusquer. Enfin, c'est comme ça. Il y a quelques semaines, j'ai vu encore une grande procession orthodoxe avec l'armée. Je crois qu'il y avait la télé aussi. Ils ont traversé la ville avec des pontes du coin, des évêques orthodoxes, avec la barbe, la crosse et tout. Voilà, les Bulgares sont encore très croyants. Enfin, je veux dire, c'est un socle de civilisation qui est encore solide ici. Hein. Je veux dire, la tradition est bien implantée, très clairement, hein, même si ça perd un peu, comme partout,
l'aspect religieux perd de la force et de la vitesse, mais bon, ça constitue encore un ciment de société. Voilà. Alors maintenant, d'un point de vue monétaire, eh bien, il faut quand même voir une chose, c'est que toutes les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire l'euro, machin, tout est, voilà, se sont toutes pétées la gueule à un moment donné. Toutes. Sauf le dollar. Sauf le dollar, qui pour l'instant tient le coup, est la monnaie de réserve mondiale. Donc, le leva, c'est relativement récent, hein, ça a peut-être une centaine d'années ou 150 ans, j'en sais rien, c'est une monnaie récente. Donc c'est une monnaie locale d'un petit pays, on est bien d'accord, qui est adossée à l'euro, parce qu'il y a une parité qui est fixe, qui est fixée, mais très clairement, il faudra vous dire que le leva, c'est pas le franc suisse. Hein. Il y a 2-3 ans, je crois, le franc suisse s'est désolidarisé de l'euro. En une nuit, ça a pris 20%. Il a lâché sac de ça, poum, et le franc suisse est monté. C'est les frontaliers qui bossaient en Suisse qui étaient contents. Ils ont passé alors, le week-end, ils ne le savaient pas, parce que ça se passe toujours, évidemment, soit l'été, le 15 août, ou le week-end, hein, tous ces événements monétaires, c'est évident. Mais par contre, le lundi matin, ils avaient la banane jusque-là, hein, très clairement. Donc le leva, ça ne sera pas pareil, on est bien d'accord. Donc vous n'avez pas stocké de la valeur dans du leva, dans une banque bulgare. C'est-à-dire, les Bulgares, eux, aiment stocker de la valeur dans la pierre. Je pense qu'ils se méfient des banques aussi. Hein. Donc, bon, voilà, je veux dire, il ne faut pas être plus bête non plus. Donc, moi, je vous donne la solution tout de suite. Hein. Le mieux, c'est effectivement d'avoir des dollars. On est bien d'accord. Si vous avez une suspicion sur l'euro, ce qui est mon cas, parce que moi, je joue la baisse et la chute de l'euro depuis 1 an et demi maintenant, je pense, ouais, facile. Je m'en porte pas plus mal, hein. En achetant des dollars, je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup gagné d'argent, mais en tout cas, j'ai préservé de la valeur, parce que comme l'euro se pète la gueule, j'ai pas perdu d'argent, d'un point de vue mondial. Voilà. Donc, vous n'avez pas stocké de la valeur dans le leva, on est d'accord. Donc voilà, ça c'est pour la Bulgarie. Donc, pour synthétiser, vous avez une population qui est relativement homogène, avec un socle culturel qui est fort, et puis, on va dire, des ethnies ou des religions différentes qui sont implantées sur le territoire, le sont depuis des siècles, et elles font partie du paysage. Voilà, je veux dire, sous le bulgare, c'est comme ça. Voilà, c'est sous contrôle. D'un point de vue économique, vous avez la possibilité d'être complètement résilient, parce que vous pouvez acheter une bicoque dans la pampa pour 3 fois rien avec un bout de terrain, et si vous savez cultiver, que vous n'avez pas peur de mettre les mains dans la terre, parce qu'il y a ça aussi, il faut voir ses limites personnelles. Hein. Je veux dire, il y a le fantasme d'un côté, puis après, il y a ce qu'il est possible de faire au niveau personnel. Vous pouvez le faire très bien. Voilà, donc en cas de souci, je pense que c'est beaucoup plus facile ici, dans un pays qui, en plus, a connu les restrictions et les problèmes il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, 30 ans, c'est rien. Hein. Moi, j'ai connu la période d'avant. Voilà, hein. Donc c'est facile. Ce sera beaucoup plus facile. C'est un peuple qui est résilient encore. Hein. Maintenant, d'un point de vue monétaire, très, très clairement, vous ne stockez pas de la valeur dans du leva dans une banque bulgare. Voilà, pour simplifier. Maintenant, on passe à la France. Alors la France, évidemment, là, il y a beaucoup à en dire. À mon sens, d'un point de vue sociétal, c'est la cata. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Pour moi, c'est la cata. Et les racines sont déjà profondes. Je vais vous donner juste une anecdote. Je vais vous parler de mes deux grands-parents, mes deux grands-pères. J'ai mes 2 grands-pères qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Alors, d'un point de vue émotionnel, eh bien, les 2 ont vécu des choses lourdes et chacun a sa façon à lui de le retranscrire. J'en avais un qui en parlait très peu et j'avais l'autre, par contre, qui me racontait, qui n'était pas avare de ces anecdotes. Et bien, ce fameux grand-père, qui était tout jeune à l'époque, hein, je crois qu'il a même devancé l'appel pour s'engager lorsqu'il y a eu la déclaration de guerre. Il est parti, voilà, très bien. On s'y est pris une branlée, donc il est rentré en Lorraine, puisque je suis originaire de Lorraine. Hein. Et quand il est arrivé dans la région, on habitait à côté de Pompée. Pompée, c'est les aciéries de Pompée. Alors la Lorraine, c'est industrieux, hein, c'est minier, c'est charbon, c'est germinal hein, à la base. Hein. Et quand il est arrivé à Pompée, il a demandé à avoir une place aux aciéries de Pompée, qui sont les aciers qui ont fourni la matière première pour la construction de la Tour Eiffel. Je pose un peu le tableau, poum, voilà. Évidemment, on lui a refusé. Voilà, il y a un bon Français qui lui a dit « mais de toute façon, tu n'avais qu'à pas partir ». Alors, entre parenthèses, il était aussi parti, mon grand-père, pour sauver les fesses de tous ces branle-panneaux, on est bien d'accord. Mais bon, l'autre lui a mis quand même dans la tronche, lui dit « tu n'avais qu'à pas partir ». Et bim, premier scud. Donc il se cache,
Et ceux qui sont venus le chercher, parce qu'évidemment, ils sont venus à plusieurs, c'est la gendarmerie française. La gendarmerie française est venue à l'époque chez mon arrière-grand-mère chercher mon grand-père de force pour l'envoyer en Allemagne au service du travail obligatoire. Donc là, on a quand même quelque chose qui est assez symbolique. On a d'un côté un bon Français, donc un homme du peuple, voilà, qui dit à mon grand-père, finalement, t'avais qu'à pas partir, c'est de ta faute. Et de l'autre côté, on a les flics, donc voilà, missionnés par l'État, la force publique française de l'époque, qui vient chercher mon grand-père pour l'envoyer de force au service du travail obligatoire. Et je trouve ça assez symbolique, parce que quand on voit la crise des Gilets jaunes qui a eu lieu, et à mon sens n'est pas terminée, qui a eu lieu ces derniers mois en France, finalement, on se rend compte que le socle de société, c'est un peu complicado. Et là, je vous parle d'anecdotes qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la société de l'époque n'était pas du tout ce qu'elle est devenue maintenant. Parce que maintenant, si on brosse le tableau, alors l'analyse n'est pas de moi, vous la trouverez partout, mais je suis assez d'accord avec ça. On a effectivement les bobos du centre-ville qui sont, quoi qu'on en dise, qui votent à gauche, à droite, qui s'habillent avec des fringues colorées ou avec un costume un peu strict, reste des bourgeois finalement, qui profitent bien de ce système actuel et qui ont la vue courte, parce que évidemment ils voient le truc de leur petit nombril, ils n'ont pas compris qu'une société c'est comme un corps, si vous valorisez trop le cerveau au détriment de l'anus, il y aura quand même un problème, parce qu'on a besoin de tout le monde dans une société, je veux dire c'est comme ça, vous avez besoin aussi, vous pouvez pas dédaigner le type qui vient débarrasser vos merdes, les boueurs, le matin, parce que, entre guillemets, c'est un sous-homme qui a le nez dans votre propre merde. Je veux dire, on en a besoin. Si demain ils arrêtent, je vous laisse imaginer la cata que ça peut être dans une ville comme Paris. Promenez-vous à Marseille, déjà, de toute façon, vous avez déjà un petit peu un avant-goût, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, bref, vous avez ces bobos des centres-villes qui ne voient pas un peu ce qui est en train de se dessiner. Et puis vous avez en périphérie les esclaves du premier groupe, qui sont issus beaucoup de l'immigration, dont beaucoup bénéficient soit d'une économie parallèle que l'État laisse se développer, soit des aides sociales grâce aux impôts, donc essentiellement prélevés par le premier groupe sur le troisième cercle. Et ce fameux troisième cercle, grosso modo, c'est là où on retrouve ces fameux gilets jaunes qui sont sur les ronds-points et qui servent de punching ball et de cible vivante le week-end pour nos chers policiers, qui évidemment s'en donnent à cœur joie, parce que comme ils ont des primes supplémentaires et puis que il y a trop de frustration accumulée, comme ils peuvent pas vraiment taper sur ceux qu'ils aimeraient se faire, ils font des cartons le week-end. C'est drôle, parce que ça permet de... Voilà, il faut être précis pour éborgner des gens avec ce genre de trucs. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Grosso modo, vous avez ça. Donc vous avez une fracture, finalement, une fracture de la société avec un gap qui s'opère. Moi, j'ai encore souvenir de Chirac en 95. Alors à l'époque, j'étais encore jeune et puis naïf. J'avais voté pour lui parce que il avait dit il y a une fracture sociale en France. Et je me suis dit, putain, il y en a un qui comprend le truc déjà. Oui, mais en fait, il n'a rien fait parce que, à part le superbe musée qu'on nous a posé sur le bord de Seine, des arts premiers, c'est superbe. Allez-y, c'est vraiment très très beau. Pour le reste, la fracture sociale, c'est un gouffre maintenant. Donc vous avez effectivement, pour en revenir sur les flics, qui n'hésitent pas, voilà, je veux dire, à l'époque, ils emmenaient les gens au service travail obligatoire, là maintenant ils tapent sur leur propre peuple, je veux dire. Quand on voit les éborgnés et les gens qui se sont fait mutiler, c'est quand même juste hallucinant. Et quand on observe les émeutes de banlieue en 2005, je veux dire, on est loin du compte en termes de répression. Ils sont allés avec des pincettes, là, pour le coup. Donc, voilà, je veux dire, pourquoi ils sont allés avec des pincettes? Peut-être que dans les gilets jaunes, il y a encore quelques chasseurs, mais avec un calibre 12, c'est pas non plus très grave. Par contre, dans les banlieues, on doit à peu près avoir 15 000 Kalachnikov qui se baladent. Bon, ça se traite pas pareil, je veux dire, même quand on est flic avec un gun, la calache, c'est pas la même. Donc en fait, les politiques essayent de maintenir un peu la chèvre et le chou, juste comme ça, jusqu'aux prochaines élections pour être réélus. D'un côté, ils essayent de maintenir le bins, et puis après, ils promettent tout ce qu'ils peuvent avec l'argent des autres, histoire de jouer des magots, puis ça fonctionne en plus. Les gens votent encore, il n'y a aucun souci. Il y a plein de gens qui ont voté pour Macron parce qu'ils ont cru qu'il était de droite et favorable à l'économie de marché, au libéralisme. Mais bon, c'est comme d'autres ont voté pour Mélenchon, parce qu'ils croyaient qu'il était révolutionnaire, c'est de bonnes blagues. Donc bref, tout ça est plus ou moins sous contrôle, de leur point de vue. Mais d'un point de vue de la société, c'est complètement fracturé. Voilà, c'est complètement fracturé.
À mon sens, la France, c'est quand même le pays où vous avez des gogols qui dépensent toute leur thune dans le Black Friday pour acheter des merdes dont ils n'ont pas besoin, qui vont se marcher sur le nez pour aller chercher 3 pots de Nutella dans une promo de supermarché du coin. Je veux dire, c'est chaud quand même, hein. Donc, quelle solidarité il va y avoir s'il y a un souci à un moment? Puis je parle pas d'une grosse pénurie, hein, je veux dire, aller chercher de l'essence quand il y a une suspicion de truc, mais laisse tomber, il y a 200 mètres de queue, enfin, je veux dire, les pompes sont vides, c'est la cata. Les mecs, ils prennent des jerrycans pour mettre ça dans leur cave, hein, en se disant, attention, quoi. Bon, bref, pour moi, c'est plié d'avance de ce point de vue-là, et c'est très très grave. Maintenant, d'un point de vue économique, je ne vais pas parler de la construction européenne et puis de l'euro, mais pour moi, c'est une plantade, pour plein de raisons. Il y a plein de personnes qui sont plus aptes que moi à en parler. Bon, moi, chacun ses convictions, hein. Après, il faut poser ses couilles sur la table. Je veux dire, quand on a des convictions, c'est comme ça. Donc, moi, je joue la chute de l'euro, je m'en porte pas plus mal. C'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, ce que j'observe, c'est que nos villes, ce sera comme les villes ici, plus d'approvisionnement, ça va être compliqué, je veux dire, voilà, très clairement. Alors, mais les campagnes aussi, les campagnes françaises aussi, je veux dire, très clairement, les gens ne sont plus résilients. Moi, j'avais mes grands-parents qui avaient des lapins, qui avaient des champs, mon grand-père travaillait à l'usine, et le soir, il allait bigner la terre, je veux dire, il avait des conserves, on avait des conserves plein à la cave, il se chauffait au fioul, mais il faisait du bois aussi. Parce que s'il y a un problème avec la chaudière, il y a quand même du bois. Voilà, je veux dire, ma grand-mère disait, on a connu les tickets de rationnement. On a connu les tickets de rationnement. Et quand elle avait dit ça, elle avait tout dit. Ce sont des gens qui ont connu une période difficile et qui, malgré tout, malgré l'expansion économique qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, ils ont continué à ne pas faire confiance ni aux événements, ni au gouvernement pour sauver leurs fesses s'il y avait un problème. Ce sont des gens qui étaient résilients. Maintenant que vous allez en campagne, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du pavillon de banlieue de merde qui nous a été vendu après la Seconde Guerre mondiale sur le modèle américain, dans une période de pleine croissance, avec un carré de gazon devant. Je veux dire, c'est tout. Et entre guillemets, le campagnard du coin, il va acheter les mêmes merdes au supermarché local que le citadin le fait aussi. Je veux dire. Donc ces gens-là ne sont pas résilients du tout. Donc si vous avez l'illusion de vous dire je suis un bobo de ville, je vais aller à la campagne, ras des villes, ras des champs, pour aller nourrir ma famille s'il y a un souci, mais vous allez nourrir que dalle, à moins que de manger de l'herbe. Voilà, très clairement. Donc, bon, voilà. Alors maintenant, il y en a qui veulent sortir un peu du système. Moi, j'ai 2 potes qui sont lancés dans la permaculture, le maraîchage bio. Ok, très bien, voilà. Alors, j'en ai un, j'ai relayé son poste, là, il se fait défoncer par les impôts, taxes sur les serres, voilà, machin. Et puis j'en ai un autre, je pense qu'il va galérer de la même façon. Il s'est racheté une ferme. Voilà, moi j'ai envie de le dire, ne le faites pas en France, c'est pas le bon endroit pour ça. Pourquoi? Parce que on va vous taxer à mort, vous avez le foncier, la taxe, vous avez des taxes partout. Et puis il y a un moment, s'il faudra venir prendre vos légumes, les gars, les gens, enfin je veux dire, le socialisme, alors je parle pas de gauche ou de droite, c'est le système socialiste. Voilà. Le socialisme qui s'est mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on était en pleine période de croissance, repose sur le fait de dire on va ponctionner les gens pour redistribuer. Alors ça marche quand il y a des richesses, mais quand on a bouffé la feuille comme c'est le cas aujourd'hui, ça marche plus. Mais vous croyez que ça va s'éteindre comme ça? Non, ça va pas s'éteindre comme ça. Les gens qui sont au cœur de ce système-là, et notamment les politiques en général, les fonctionnaires de haut niveau qui vivent de ça, ne vont pas se laisser mourir. Je veux dire, ils vont venir ponctionner vos légumes, parce que c'est la fraternité, les gars, hein, il faut redistribuer, mais rassurez-vous, au passage, il y a des choses qui vont être captées, ça c'est clair et net. Donc, moi j'ai envie de le dire, la France n'est pas adaptée à, la France n'est pas très clairement pas adaptée, et même l'Europe de l'Ouest, je pense, à une logique d'autonomie et de résilience au sein de l'OPANTER, etc. Voilà. Alors dans les pays à côté, c'est aussi compliqué dans le sens que d'un point de vue social, quand vous êtes étranger, quand vous êtes expat, vous êtes l'autre. Et évidemment, quand on a des problèmes, c'est toujours de la faute de l'autre. On est d'accord. Hein. Je veux dire, les pauvres migrants qui arrivent en France, c'est pas de leur faute. Je veux dire, voilà, leurs pays sont détruits, les mecs ils viennent chercher bonne fortune ailleurs, c'est logique. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut accepter tous les bobards qu'on nous sert en nous disant
parce qu'il y a toujours les bobards humanistes derrière, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Au fait, ces pauvres gens arrivent et ils servent d'esclaves, hein. Ils font du dumping social, ils bossent pour 5 € de l'heure, et puis dans le meilleur des cas, et puis voilà, je veux dire, donc, arrêtez de vous laisser manipuler par rapport à ça. Mais bon, bref, celui qui est à l'origine du problème, c'est toujours l'autre, hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, socialement, il faut aussi, quand on est dans des pays comme la Bulgarie, ou je sais pas, les pays de l'Est, Hongrie et compagnie, s'intégrer socialement. Je veux dire, c'est évident, il faut avoir noué des liens avec, localement, avec les gens, avec les locaux, hein. Voilà. Donc, je pense qu'économiquement, voilà, d'un point de vue économique, c'est pas le bon plan. La résilience en France, pas le bon plan, parce que déjà, socialement, c'est très fracturé. En plus, économiquement, vous avez un État qui est omniprésent, tentaculaire, et qui va évidemment prélever, qui va continuer à prélever de la thune sur votre dos. 60% pour propriétaires en France. Je veux dire, l'argent, il est là. Ce sont des gens qui sont captifs. Vous pouvez pas vendre une baraque comme ça en claquant des doigts pour retirer le capital, l'investir ailleurs. C'est pas vrai, ça se fait pas comme ça. Et en cas de crispation économique, c'est pire. Je veux dire, votre maison, il y en aura d'autres à vendre aussi à côté, hein, et puis les prix, ils vont chuter. Donc, c'est pas bon. Vous êtes captif du pays, hein, quand vous avez des biens immobiliers en situation de problème. À moins que vous vendiez, mais là, c'est une question de timing, juste avant que ça chie. Hein, pardonnez-moi l'expression. Donc, voilà. Et alors, maintenant, d'un point de vue monétaire, j'ai envie de vous dire, l'euro, ça a 20 ans. Moi, j'avais mes grands-parents qui parlaient encore en ancien franc, donc des dévaluations, on en a eu plein. Encore une fois, je vous le dis, les monnaies sont des monnaies fiduciaires, c'est des monnaies on ne stocke pas de la valeur là-dedans, plus le système est fait pour qu'il y ait une dévaluation perpétuelle. Déjà, votre capital est bouffé par l'inflation, très clairement. Donc, à mon sens, c'est difficile de stocker de la valeur, soit dans l'euro, soit dans le nouveau franc post-euro, enfin, si ça arrive à un moment, hein. Voilà, donc, à mon sens, voilà aujourd'hui quel est le tableau. Alors, il vaut mieux observer les choses telles qu'elles sont plutôt que de se mettre le nez dans le sable, hein, on est bien d'accord. Maintenant, l'idée, c'est pas d'avoir peur, l'idée, c'est de se dire comment je me positionne, moi, dans ce genre d'environnement, à l'instant T, et tout ça, ces analyses viennent de tendances lourdes qui se développent. Donc, modifier une tendance lourde, c'est pas évident, hein, ça se fait pas comme ça. Je veux dire, il faut avoir conscience que là, vous êtes ici, sur la ligne du temps, la tendance lourde, elle va continuer à aller dans sa direction, hein, d'accord? Donc, en fonction de ça, à l'instant T, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à mon niveau? Comment je prends les mesures qui s'imposent pour pouvoir, en fonction des différents scénarios qui peuvent se développer, eh bien, pas y laisser trop de plumes, quoi, tout simplement, hein, je veux dire, parce qu'après, en fonction des degrés de problème, ça peut être compliqué, hein. Alors après, on va pas non plus tomber dans un délire, entre guillemets, survivaliste, mais c'est vrai qu'avoir un peu de quoi subvenir à ses besoins en termes d'eau, d'hygiène et de nourriture chez soi, c'est pas idiot, hein. Si vous avez une semaine ou un mois d'avance, c'est quand même mieux, hein, parce que voilà, je veux dire, s'il y a un souci, quel que soit le degré, hein, un petit degré, ça peut vite empirer très rapidement, hein. Voilà. Donc après, charge à chacun de développer ses propres scénarios. Moi, je vous donnerai des pistes par rapport à ça. C'est pas l'objet de cette vidéo spécifiquement, elle est déjà assez longue comme ça. Moi, je pose juste le tableau et je me dis, bon, voilà, en termes de probabilité, il vaut mieux être là en ce moment, peut-être dans ma situation, après, c'est pas forcément la vôtre, que d'être en France. Voilà. Alors après, encore une fois, on a affaire à des probabilités, peut tout se développer. On peut avoir en Bulgarie un tremblement de terre qui fasse tout s'effondrer. On a Erdogan à côté qui peut très bien ouvrir les vannes, faire rentrer les migrants affamés avec leurs couteaux entre les dents et envoyer son armée. Voilà, je crois que c'est 400 000 hommes, hein, l'armée turque. Hein, on a 34 000 hommes ici, hein, enfin hommes et femmes. Hein, dans l'armée bulgare, hein, c'est plus rien, c'est peanuts maintenant, hein, comme toute l'armée européenne d'ailleurs, il n'y a plus d'armée en Europe. Hein. Il faut encore que les Américains restent là, parce que s'ils partent, ça va être chaud. Donc voilà, je veux dire, tout peut arriver dans la vie, hein, on est d'accord. Hein. Donc mettez en place des probabilités, tout simplement, en fonction des scénarios. Observez les tendances lourdes, regardez à l'instant T là où vous êtes, surtout regardez les tendances lourdes objectivement, regardez où vous êtes à un instant T, et en fonction de votre personne, de votre situation personnelle, évaluer différents risques possibles et des scénarios probables. Voilà, c'était une petite vidéo assez longue, mais c'était mon point de vue sur
le match France-Bulgarie en situation d'effondrement. Allez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, quel est votre point de vue à vous, c'est intéressant de partager. À plus.